Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydome, sans regarder ce petit œil, ce petit regard, c'est toujours aussi vif. Bonjour mon cher Rust. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du grand retour de bon gamin, Ciryl Gane, qui revient le 26 juin prochain face à Alexander Volkov. Alexander Volkov qui fait finalement partie des meubles à l'UFC dans cette catégorie heavyweight. 33-8 en carrière, ancien champion du Bellator si je ne m'abuse. 5e du classement, Ciryl Gane 4e du classement après sa victoire face à Jairzinho Rozenstruik. Ça devrait être main event de cette UFC Fight Night. Les contrats ne sont pas encore signés, mais les deux parties sont d'accord selon nos informations. Bien, alors messieurs, ce combat-là, il fallait qu'on en parle parce qu'ok, ce n'est pas Derrick Lewis. Déjà, on note quand même, bravo à l'UFC de garder Derrick Lewis au chaud pour permettre de poursuivre sa pression sur John Jones. Ouais. C'est chaud, c'est malin. Au cas où, ouais. Ah, ils sont durs. Et puis bon, et là, le combat pour Ciryl, donc voilà, 4e contre 5e, assez logique sportivement. Et c'est vrai que là, mine de rien, Alexander Volkov, c'est un grand qui sait utiliser sa taille et son allonge. Ça fait peur même. En vrai, ça fait peur. Parce que le truc, c'est que face à Rozenstruik et des gars comme Derrick Lewis, en fait, c'est assez terrible. Mais on se dit, bon, il y a cette énorme menace qui est que la cacahuète divine peut t'emmener dans un cercueil en une demi-seconde à tout moment. Mais techniquement, il devrait être au-dessus de tout le combat restant, en fait. Le problème, c'est que contre Volkov, il y a moyen que ce soit super chiant, en fait. Enfin, dans le sens, pas chiant dans le sens ennuyeux, chiant dans le sens pour Ciryl, quoi. Compliqué. Parce que, ah ouais, vraiment, oui, ouais, le mec utilise le pire français possible. mais oui, non, il y a moyen que ce soit vraiment super compliqué, parce que ne serait-ce que si Volkov décide juste pendant 5 rounds, et honnêtement, il peut, d'utiliser juste des front kicks, des gros front kicks, des jabs, des trucs, des types, en fait, il peut faire 5 rounds, il peut essayer de maintenir à distance Ciryl et, entre guillemets, faire un combat qui ne sera pas forcément spectaculaire, mais qu'il peut gagner comme ça, en fait. Alors après, Ciryl, bon, voilà, le problème, c'est qu'on va probablement de toute façon avoir beaucoup de commentaires qui nous disent qu'on n'est pas objectif parce que c'est Ciryl. On va essayer de l'être au maximum, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, Ciryl a une intelligence de combat, et en plus, derrière, il y a les game plans de Fernand, qui fait qu'il arrivera avec beaucoup de solutions pour contrer justement ces armes-là de Volkov, mais il y a toujours ce côté, tu peux te préparer pour un gars, mais en combat, la vitesse, le rythme du combattant peuvent être difficiles à appréhender, en fait. Tu peux jamais vraiment te préparer à la vitesse d'un combattant spécifiquement et de sa manière de bouger, etc. Donc ça peut être complexe parce qu'il est technique aussi, Volkov. Et qui plus est avec des modèles comme Volkov qui plus est avec des modèles comme Volkov qui sont très rares, des mecs qui font cette taille et tout et qui savent bouger. Franchement, depuis Semi Shield, il n'y en a pas eu en fait. Grosso modo, en MMA et en kickboxing, faudrait peut-être j'en ai raté un dans l'intervalle, mais se trouve n'arrivait pas à bouger comme Volkov, quoi. Je trouve c'était un mec qui avait toutes les armes pour rester à distance, mais qui pouvait pas s'empêcher de faire des genoux et de se mettre à distance de frappe et tout. C'est très étonnant. Tu regardes son combat contre Mark Hunt, par exemple, c'est ça. Il est tout le temps. Mark Hunt, c'est un mec qui est ultra petit. Il est tout le temps à distance de crochet de Mark Hunt. Normalement, c'est pas normal. Un mec qui fait cette taille-là, ça doit pas se passer. Alors, Volkov, il y a des moments où, pareil, il tente des trucs et tu te dis pourquoi il fait ça, tu vois, genre le genou par exemple sur Derrick Lewis au 3e round, je m'en remettrai toujours pas moi personnellement, mais bon, après on fait tous des erreurs et tout, mais la plupart du temps ce qui le sort en fait du commun des grands combattants, c'est qu'il a ses armes, le front kick, le jab, le direct du bras arrière et les high kicks, et en fait il sait très bien les faire et il n'a pas besoin de grand chose d'autre, parce que là c'est très très chiant. Et depuis qu'il a fait sa prise de masse là sur Alistair Overeem, il est en train de répondre à une des dernières failles qu'il avait, qui était sa takedown défense, qui n'était pas optimale, pas super optimale, ce qui lui avait fait perdre des combats, par exemple, contre Cheikh Kongo, contre Derrick Lewis, Curtis Blades. Curtis Blade, exactement. Et en répondant à ça, en prenant du poids, en fait, il répond à il remplit 2 cases, c'est-à-dire la takedown défense, et surtout, il devient monstrueux en guerre d'attrition, parce que jab, on l'a vu contre Alistair Overeem, les coups,
il n'y a pas forcément besoin qu'ils mettent beaucoup de poids dessus ou beaucoup de, qu'ils mettent de l'élan, qu'ils mettent de la hargne. Il suffit juste qu'ils posent ses coups. Mais putain, mais juste un jab de. Tu vois, la combinaison qu'a faite Francis Ngannou là, pour faire tomber Stipe Miocic au deuxième round. Tu sais, le feinte de bras arrière et tu reviens avec le jab. Tu sais, en fait, t'engages les hanches pour les réengager, pour mettre vraiment du poids. Et comme ça, ton jab devient aussi puissant qu'un bras arrière. C'est le truc de Kovaliev, en fait. C'est vrai que Kovaliev faisait ça aussi. Ça, c'est pareil, typique un coup que fait aussi Volkov. Putain, ça doit faire mais monstrueusement mal parce que tu te prends tout, tu es genre la perche à pêcher, tu vois, mais dans la gueule, tu vois, qui est détendue comme un ressort. Donc voilà, c'est très compliqué. Au-delà de ça, moi je trouve franchement c'est un match qui est chiant pour Cyril, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire c'est très compliqué sportivement à aborder. Là, je te rejoins à 100%, ça va être un match très difficile pour lui. Et au-delà de ça, je pense que c'est un match qui est chiant d'un point de vue course au titre. Parce que ce que lui a reproché Dana White dans son combat contre Jairzinho, c'est de ne pas avoir terminé Jairzinho, de ne pas avoir pris les risques qu'il aurait dû prendre. Moi, je te flanque mon billet que si le combat, il le gagne, Cyril gagne, ce sera par décision sur 5 rounds. Ce ne sera pas par KO. Je vois pas si j'apprécie beaucoup Cyril Gane, mais je ne le vois pas mettre KO Volkov. Sur 5 rounds? Sur 5 rounds, je ne le vois pas. Parce que Volkov, il a un bon cardio. C'est un des rares lourds qui est toujours là en 4e, 5e round. Je rappelle quand même, contre Curtis Blade, il se fait ragdoller, il se fait foutre dans tous les sens. Je crois que c'est le record de takedown dans la catégorie des lourds. Chez les lourds, telle une poupée de chiffon. Et pourtant, le 4e, 5e round, il revient. Et honnêtement, si tu rajoutes un 6e round, je pense qu'il bat Curtis Blade. Alors, et Curtis Blade, il est rincé. Alors que Curtis Blade, pareil, normalement, il a une bonne condition physique. Donc, il sera toujours là sur le, je pense, 4e, 5e round. Donc, tu sais, l'arme de Cyril Gane de te déborder totalement et de te faire abandonner, de te faire capituler, je ne pense pas que ça fonctionnera pour Volkov. Et au-delà de ça, Volkov, je le vois mal se faire soumettre par Cyril Gane parce que honnêtement, depuis sa prise de poids, peut-être avant, je pense que Cyril Gane aurait eu ses chances de le foutre au sol et de lui faire une soumission. Mais là, maintenant, avec sa prise de poids, ça va être très difficile de le mettre au sol. Et rappelons-nous quand même qu'il a survécu en soumission à Fabricio Verdum. Donc je ne le vois pas le finir. Je pense qu'il a largement ses chances pour gagner, Cyril Gane, mais ce sera similaire à ce qu'il a fait contre Rozenstruik. Donc de toute façon, soit il perd contre Volkov qui est pas super connu, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est perdant-perdant pour lui. Donc soit il perd et du coup ça l'écarte pendant un petit moment, soit il gagne, mais il est à parier que si sur la carte, il y ait 3 ou 4 décisions, suffit que la carte soit un peu en demi-teinte, et t'as Dana White qui fera ça confirme ce que je pensais, il est bon, mais il veut pas chercher le truc. Tu vois. Et ça, c'est pour ça que moi ce match, je le trouve très, très piégeux. Très piégeux et peut-être même que honnêtement, moi je sais pas si j'avais été Cyril Gane, peut-être j'aurais pas accepté, j'aurais pas pris. Alors après j'en sais rien, si tu es obligé, si tu es contraint. Moi je suis pas dans les coulisses, dans le sérail, tu vois, mais c'est peut-être pas un match que j'aurais choisi. Quitte à peut-être attendre un peu plus longtemps pour le title shot ou pour peut-être un autre combat, mais franchement ça pue. Alexander Volkov ça pue pour ça. Pour ces 2 raisons. Après, mine de rien pour Cyril, ce qui est intéressant avec Alexander Volkov, moi je trouve, c'est comme il a eu une ascension qui était quand même hyper fulgurante, là tu as un vrai mec du top 5 qui est là depuis un petit moment, et donc tu sais, par rapport à Jairzinho Rozenstruik, il était 4e, il était 3e auparavant. Lui aussi, il est monté très rapidement. C'est finalement sa victoire sur Junior Dos Santos qui était 3e qui l'a vraiment propulsé. Mais là, on a quelqu'un, on connaît vraiment son niveau. Il est là depuis des années. Donc, mine de rien, ok, on s'attendait à Derrick Lewis. Mais c'est vrai que dans les autres mecs qui étaient disponibles, puisqu'il n'y avait pas Curtis Blades, c'était le prochain mieux classé en dehors du champion et de Derrick Lewis, et de Stipe Miocic. Et de Stipe Miocic, mais Stipe, je pense qu'il va faire une grosse pause, qui était dispo. Donc c'est vrai que pour Cyril, mine de rien, c'est peut-être, à mon avis, c'était pas le premier choix parce qu'il y avait Derrick Lewis, mais en tout cas, quand tu regardes le ranking, c'était le mieux classé disponible. Non, mais c'est évident que de toute façon, à un moment donné, il faut se colter des matchs difficiles. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas avoir une route qui est toute facile jusqu'au sommet. Mais à choisir sur les 3 que tu as montré, là, dont tu as parlé, je pense que même Curtis Blade, c'est plus. Alors c'est dangereux parce il y a le truc, il y a le facteur lutte. Mais honnêtement, je pense que celui qui représente un plus grand danger quand tu mets en combinaison le danger sportif et le danger médiatique, c'est Volkov. Parce que perdre contre Curtis Blade, tu vois, c'est la lutte, c'est compliqué. Curtis Blade, malgré tout, malgré le fait qu'il est chié dans la colle face à Derrick Lewis, ça reste quand même un
un des rares jeunes plein de potentiel. Il est jeune aussi, Volkov, mais il a plein de combats, tu vois. Il est quand même battle hardened, tu vois. Et donc, plus de 40. Ouais, sans compter les compétitions qu'il a fait, peut-être en kickboxing et tout, on sait pas tout, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Et franchement, ça fait chier qu'il n'ait pas eu Derrick Lewis, mais bon, Derrick Lewis, là, il est assigné à son rôle de briseur de grève. Ouais. Donc, c'est vrai, hein, c'est exactement ça. Un suppôt du patronat, là. Et donc, du coup, donc voilà, c'est. Bon, il faut qu'il ait un combat compliqué. C'était soit ça, soit Curtis Blade. Ouais, et puis entre guillemets, j'ai envie de dire, il faut qu'il combatte. C'est là où c'est un peu cornélien, mais franchement, c'est vrai que. Alors, si je me mets. Alors, attention. Mais si je me mets à la place de Fernand. Enfin, attention. Ouais. Mais je me dis, en fait. Bon, Dana White, entre guillemets, n'a pas été forcément impressionné par la dernière prestation. Il faut, d'une manière ou d'une autre, rester relevant, enfin rester présent dans l'esprit des gens. Ouais, c'est ça, pertinent. Et en fait, du coup, je me dis, t'as pas le choix que de combattre qui que ce soit, mais t'as pas le choix. Et en fait, c'est là où c'est un peu cornélien, c'est que du coup, en fait, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, je me pose presque la question de me dire, est-ce que ça aurait pas été presque mieux de ne pas combattre plutôt de combattre Volkov? Mais d'un autre côté, si tu combats pas, en fait, alors déjà, premièrement, il combat Volkov et au moins, il y a une case qui est cochée dans l'esprit des fans, c'est il prend tout le monde. Ouais. Et ça, mine de rien, ça n'a pas de prix. Mais à côté de ça, c'est vrai que je me dis, il prend Volkov, mais voilà, c'était la pire carte à jouer possible en termes de ce que tu peux y gagner. Je suis carrément d'accord avec toi. Mais c'est vraiment, je pense que de toute façon, il était. Il n'y avait pas de, tu sais, de golden route, tu vois. Enfin, il n'avait pas le choix que de prendre une option merdique, là, je crois. En fait, c'est merdique. C'est merdique parce que ce qui est très étonnant avec Volkov, et je le maintiens, c'est pas le côté sportif, parce que qui prennent Volkov, un mec qui a le danger sportif de Volkov, c'est normal, il doit le faire. À un moment donné, il veut être champion, il faut qu'il se tape les mecs qui sont au taquet. Et puis dans sa progression, ça coche une case supplémentaire aussi. C'est ça qui est important, c'est que Volkov c'est clair. tout ce que les autres n'avaient pas. C'est vrai, c'est un bon striker et il est très grand et tout. Donc ça, c'est clair. Sur le côté sportif, moi, j'ai aucun problème. C'est très bien. Mais le problème que j'ai vis-à-vis de Volkov, plus particulièrement, c'est que Volkov, j'attire l'attention là-dessus, n'a jamais été en discussion pour le title shot. Mmh. Depuis qu'il est à l'UFC en 2016. Jamais été évoqué. T'as jamais Dana White qui a dit champion et Volkov dans la même phrase. Hein. Ouais. Non, mais c'est terrible. Ouais, ça montre, moi, à mon avis, que ça, c'est commençant à connaître un peu Dana White, parce que ça fait un moment qu'on le suit, en tout cas, la personnalité médiatique, ça, à mon avis, c'est une punition. Hein. C'est une punition qu'ils lui mettent Volkov, parce que Volkov, c'est un mec qui, très certainement, hors des cas, tu sais, d'un remplacement ou d'un mec qui doit combattre le champion, mais qui ne peut pas combattre, et finalement, Volkov est là, il est sous la main, ne verra jamais la ceinture de près, tu vois. Et Derrick Lewis a eu son title shot en battant Volkov. C'est le seul moment où il aurait pu l'avoir, le title shot. Ouais. C'est le seul moment. Mais et encore, de mémoire, je crois qu'avant le combat, c'était même pas évoqué. C'est-à-dire qu'en gros, non, c'est grâce à la performance de Derrick Lewis. Et voilà. C'est-à-dire que si Volkov avait battu Derrick Lewis, s'il n'avait pas pris le infamous dernier coup de poing de Derrick Lewis, il y a fort à parier qu'il n'aurait même pas combattu pour le titre contre DC. C'est clair. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est ça qui me garde, qui me laisse un peu un goût amer dans la bouche, parce que je me dis putain, tu vas aller combattre un mec. Franchement, très dur, hein, stylistiquement, c'est très dur. Moi, honnêtement, debout, ça va être du 50-50 pour moi, hein, parce que ah oui, Volkov, il a des kicks, il est chiant. Alors, il n'a pas la profondeur technique de Gane. Il n'a pas la profondeur, par exemple, en anglaise, en changement de garde, et même, je pense, même pas forcément l'intelligence de Cyril, quand même, qui est quand même excellent pour paralyser un combattant et pour. Ce qu'on a vu, maintenant, on commence à avoir quand même pas mal de recul sur le style de Cyril, et c'est proprement exceptionnel ce qu'il fait. Mais là, c'est chiant parce que tu vois, toute ta profondeur technique, elle peut être annulée juste par les conditions, par les capacités physiques d'un mec comme Volkov. Par exemple, tout ce qu'il fait en in and out, Cyril Gane, c'est contre des mecs qui font à peu près sa taille ou qui sont plus petits que lui. Là, il avait arrivé avec un mec qui a une allonge qui est télescopique, avec des jambes à n'en plus finir. Il suffit qu'il fasse un retrait, mais pas un suffisamment bon retrait, et que Volkov il envoie le kick, en high kick. Là, ça touche et ça tombe. Hein. Donc mais c'est ça qui me fait peur aussi, c'est
quand il y aura des échanges, parce que les deux sont des combattants qui sont des combattants d'attrition, ou en tout cas, c'est vrai, qui sont plus dans la durée. Mais donc, ça veut forcément dire qu'il y a un truc qui est obligé qu'on aura dans le combat, c'est deux combattants patients qui vont envoyer, tu sais, des espèces de probes, de sondes. Oh la vache, mais putain, merci Polydomso, putain, heureusement que le dictionnaire est ici. Mais voilà, on va avoir, pour moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va avoir au moins un round où il y aura des sondes envoyées des deux côtés, en fait. Donc, ça pourrait être des types, des petits in and out avec des jabs de Cyril, des trucs comme ça. De son côté, pareil pour Volkov, qui va envoyer des front kicks, qui va envoyer des gros jabs, des trucs comme ça. Et c'est vrai que même sur cet échange-là, je suis pas serein à 100%, parce que dans un échange de front kick ou dans un échange de type aux jambes ou un truc comme ça, les angles que va trouver Cyril avec un petit décalage avant de le mettre ou un truc comme ça, c'est vrai que ça me fait peur j'ai peur que ce soit contré par, il va mettre un type aussi qui sera pas aussi bien setup, qui sera pas aussi beau poli techniquement. Sauf que comme le mec fait 120 kilos et limite je le soupçonne de cutter pour faire 120, enfin il faudra qu'on aille revoir, lui quand il va mettre son type, tu sais, tu te plies, quoi. Ouais. Et ça me fait vraiment peur que dans l'échange de sondes, il y ait une différence de puissance qui fasse qu'on se dise, oh putain, ça va être long. Moi, je suis quand même assez confiant, mine de rien, dans ce combat. Parce que c'est vrai que les deux derniers combats d'Alexander Volkov, même Alistair Overeem, tu vois, je l'avais trouvé assez statique. Et aussi et surtout, tu vois, pour expliquer la défense de takedown, certes, on avait été impressionné avec Polydomson, on s'est dit, wow, putain, le Alexander Volkov 2.0, il est assez flippant. Ouais. Exactement. Mais aussi, mine de rien, Overeem, quand il a commencé à mettre ses takedowns, contrairement à ce qu'il avait fait lors des derniers combats, c'était déjà trop tard, tu vois. Il n'y avait pas d'autres options. Alors que Cyril, il a montré qu'il savait lutter. On parle bien évidemment du combat contre Dontel Maes, contre Dontel, mais aussi contre Jairzinho, où à chaque fois, il les utilise d'une manière qui est imprévisible, et il les cache aussi, tu vois, il attend pas que ce soit trop tard ou que justement ce soit complètement téléphoné. Et c'est là aussi où je me dis, contre Alexander Volkov, faut pas attendre que justement lui soit bien en place, il puisse vraiment bien se poser sur ses jabs pour que là tu dises, ok, là ça commence à devenir chaud, je vais tenter les mises au sol. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me dire quand même, tu vois, entre le combat contre Curtis Blades et celui contre Alistair Overeem, le gars ait fait des progrès de ça. Non, je pense pas qu'il ait vraiment progressé sur sa takedown de défense et sur cet aspect-là, mais il a quand même pris en fait juste de la masse. Et on a vu d'avoir un avantage en poids, là par exemple le combat Stipe Miocic-Ngannou, ça joue énormément. Ngannou avait bien sûr progressé sur sa takedown de défense, ça s'est vu, la technique qu'il a fait pour forcer Stipe Miocic de passer d'un high crotch grab à, il a fait passer la tête de Stipe Miocic à l'intérieur, c'est un truc que j'avais pas vu prime abord, ce qui lui a permis ensuite de sprawler et de pousser derrière. Donc c'était intelligent, c'était pas que du poids, il y avait aussi énormément de technique, il y avait un progrès qui avait été réalisé à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'avec Volkov, alors je suis d'accord avec toi, la grosse connerie qu'avait faite Alistair Overeem, c'était de rester en face, tu vois, du champ de tir de Volkov et quelque part de sous-estimer sa puissance de frappe. Très bizarre. Le début du combat, il se met contre la cage, tu vois, il veut faire du rope-dope, mais tu peux pas faire du rope-dope avec un mec comme. Puis surtout quand t'es Overeem, quoi. Ouais, en plus de ça. Et c'est vrai que ça, moi, je pense pas que Cyril Gane se retrouve dans cette situation-là. Il bouge trop bien pour ça. C'est-à-dire même un mec comme Walt Harris, il s'est pas retrouvé dans cette situation-là face à Volkov. Il tombe contre Volkov, mais il n'est pas dans la situation où il est contre la cage, tu vois, en se protégeant. Tu vois. C'est juste, il prend à un moment donné un kick au corps. Moi, c'est plus les kicks qui m'inquiètent. Parce que honnêtement, il fait très très mal avec ses kicks, Volkov. Il fait super mal. Et puis en fait, par rapport au takedown, c'est vrai que honnêtement, on a vu maintenant, c'est ça qui est bien en fait, c'est que comme dit Polydomso, on a vraiment du recul et on sait que au niveau du timing des takedowns, alors que ce soit au milieu de la cage ou même la manière dont il peut mettre au sol quand il est contre la cage en clinch, c'est juste magnifique. Mais contre la cage, j'ai du mal à voir Cyril avec toute la technique qu'il a renversée au niveau de la puissance Volkov. Je pense que ça va jouer beaucoup. Et au milieu de la cage, Volkov, c'est quelqu'un qui va jamais, oh la vache, je vais encore faire un anglicisme. Trop s'engager voilà, sur ses coups. Trop s'engager. Et du coup, comme il est tout le temps extrêmement bien, tu sais, vraiment le centre de gravité au milieu des deux jambes et qu'il est tout le temps mesuré dans ce qu'il fait, quand il envoie des jabs, il n'a pas besoin de trop s'engager pour mettre de la puissance parce que de toute façon, il a les mains très lourdes. Pareil pour ses crosses arrière, etc. Pareil pour ses tips. Vraiment, il est tout le temps tellement bien équilibré que je pense que c'est un gars qui doit être
mine de rien, finalement, assez, en plus maintenant avec sa prise de masse, compliqué à surprendre en takedown. Bah ouais, parce que même quand tu regardes le combat avec Curtis Blade, il y va au forceps. Hein. C'est pas des takedowns à Georges Saint-Pierre. Hein. C'est juste il force, c'est parce que c'est Curtis Blade, mais il y en a très peu qui luttent comme Curtis Blade. Hein. Donc voilà, c'est match compliqué, pas grand-chose à gagner, si ce n'est justement, et ça c'est précieux, ce que tu as... Anyone, anywhere. Voilà, ça, ce que tu as indiqué, ça c'est très très fort d'avoir cette étiquette-là. Mais il ne faut pas trop non plus trop l'avoir, point trop n'en faut. Parce qu'une fois que tu as cette étiquette-là aux yeux de l'UFC, bah, on te file Marvin Vettori en 2 semaines notice. C'est vrai. Putain, c'est dur, moi, mais c'est ça, mais ça dit, les gars, c'est une aubaine pour Kevin Holland. Ah oui, mais c'est pour ça. Tu perds contre le 9e, tu affrontes le 6e 3 semaines plus tard. Mais en fait, c'est ça. Il faut réussir à jauger pour ne pas devenir Cowboy Cerrone, mais en même temps garder l'étiquette de je prends n'importe qui. Donc, à la limite, Max Holloway le fait bien. Ouais. C'est-à-dire que à ceci près de Dustin Poirier où c'était chaud, mais là c'était compliqué à prévoir. Bah, il prend que les combats. Contre Khabib, il était prêt à le prendre 2 semaines notice, mais c'est Khabib. Contre Dustin Poirier, mais c'est Dustin. Il prend Calvin Kattar, mais bon, il y avait de la préparation. Donc, pour moi, Max Holloway, c'est le gars qui équilibre bien le côté je prends tout le monde tout le temps, mais pas non plus. Non, je suis d'accord. Il l'a fait. En plus, il l'a fait. Il y avait un title shot à la clé, généralement. Oui, en plus, pour le titre intérimaire ou un truc comme ça. Tandis que Kevin Holland, bon, c'est tout à l'honneur de Kevin Holland. Hein, bien sûr, je vais pas lui reprocher ça. Il est extrêmement courageux de faire ça. C'est quand même couillu. Mais c'est vrai que la case Donald Cerrone ou c'est qui ? Il y en a 2 comme ça. Il y a Donald Cerrone et il y a le Paul Felder. C'est les 2. C'est vrai. Elle est jamais bien loin et t'es jamais vraiment très bien remercié pour avoir fait. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de conditionnement psychologique où Dana White va parler de toi qu'en positif. C'est-à-dire que là, pour le coup, en revanche, il va pas te casser la baraque par derrière en conférence de presse. Il va avoir que des bons mots à ton égard. Mais bon, finalement, t'es quand même envoyé au casse-pipe tout le temps. Donc, c'est bien de l'avoir. Effectivement, là, dans la perspective de Cyril Gane, je pense que c'est même bon, malgré tout ce que j'ai dit sur le fait que c'est chiant que ce soit Volkov, parce qu'effectivement, de toute façon, à mon avis, c'est malheureux, mais avec Francis Ngannou qui a gagné, il n'y a pas de title shot avant un petit moment quand même. C'est-à-dire que tu as John Jones, tu as Derrick Lewis, et si ça se fait pas, tu auras peut-être Stipe Miocic, mais c'est les 3 qui sont en lice en gros, qui ont été en fait évoqués dans la conférence de presse. Post-combat, et il n'y a pas eu Volkov, il n'y a pas eu Gane. On n'a même pas entendu leur nom, tu vois, dans toute la conférence de presse. Donc voilà. Donc pour rester actif, pour avoir le statut de guerrier, c'est très bien. Ensuite, en termes de risque sportif et de ta position dans l'octogone, moi je trouve que c'est un peu moins bien, mais nécessité fait loi, hein, comme nécessité n'a pas de loi, je sais pas comment on dit. Vous connaissez la nécessité n'a pas de loi ? Ouais, nécessité n'a pas de loi. Exactement, ça s'applique peut-être à Cyril. Et donc, c'est issu de Will Hunting, hein, pour ceux qui ont la rêve. Qui est une sorte de bible entre Rust et Polydomso. Donc, il faut le dire. Il faut le dire. Et donc, oui, et donc là, le problème. Aussi, tu vois, le truc, c'est que si Curtis Blade avait gagné, peut-être que le débat serait différent. Enfin, tu vois, parce que Curtis Blade, personne n'aurait voulu voir un 3e match avec Francis Ngannou, Curtis Blade. Donc là, ça aurait peut-être été un match plus pertinent, en fait, à mettre en place. Bien, messieurs, je pense que c'est tout. Et puis voilà, puis Cyril qui commence à nettoyer cette catégorie heavyweight. Big shout out à My Sweet Protein, moins 20% supplémentaire, en plus des 70% de réduction avec le code La Sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur. Et oui, une main innocente va choisir les 3 gagnants de la BD. Et cette main innocente sera celle de Rust. On annonce les gagnants très rapidement en commentaire de la vidéo récap réaction de l'UFC 200. Et est-ce que c'est une nouvelle chemise ? Je l'avais jamais vue, je crois. C'est une nouvelle chemise, Rust, parce que oui, il fait beau, il fait chaud. Voilà, le printemps arrive très bientôt. Non, le printemps est même déjà là. Le printemps est déjà là. Le printemps est même déjà là. Donc, bientôt l'automne. Hein. Donc voilà, exactement. Bon, allez. Allez, bon dimanche.